retrouver comme d'habitude dans votre émission Ma famille, ma vie. Il est 10h30, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Alors la thématique d'aujourd'hui, vous allez voir qu'elle va intéresser énormément de parents. Donc aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, le socle même du bien-être de nos enfants. Leur croissance harmonieuse, qui est un équilibre délicat où les hormones jouent le rôle de chef d'orchestre et où la nutrition est le carburant indispensable. Et bien entendu, tout ça dans un accompagnement harmonieux qui fait toute la différence. Donc ça sera la thématique de ce matin. Bien entendu, dans la deuxième partie de notre émission, et nous aurons le docteur Tinhinen Haj Saïd, donc, qui est pharmacienne et nutrithérapeute. Et nous aurons aussi Lina Deramchi qui sera là donc, en tant que spécialiste thérapeute. Nous parlerons donc de tout cet équilibre très fragile donc, entre les hormones, que ce soit les hormones de croissance, surtout pour les plus jeunes, puisque nous nous adressons surtout donc, aux enfants, aux plus jeunes, et aussi donc la nutrition qui est un élément clé dans leur croissance et leur bien-être. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission et bien entendu, vous pouvez participer en nous appelant au numéro de téléphone de 021 23 98 91. Et dans la première partie, j'ai le plaisir de recevoir Lina Deramchi. Bonjour. Bonjour, Marie. Qui est déjà là. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Bien. Super, on est là. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ravie de te recevoir, Lina. Donc aujourd'hui, tu vas être pendant toute la durée de l'émission. Oui, c'est vraiment un plaisir pour moi. Un plaisir partagé. Donc, quant à toi, tu vas nous parler dans ta rubrique aujourd'hui, donc oui. bien-être et vitalité. Absolument, je vais parler donc des besoins invisibles chez les enfants. Donc, il y a des besoins visibles qu'on connaît pratiquement, Absolument. donc c'est les besoins élémentaires. Absolument. Mais en fait, il y a d'autres besoins qui sont invisibles. Et qui sont aussi nécessaires. Certains parents ont du mal à mettre la main dessus, parfois ont du mal à comprendre. Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça. Très bien. Donc, on va essayer de leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent un petit peu mieux gérer tout ça. Exactement. Très bien. Quant à moi, alors dans l'info du jour, je vais vous parler aujourd'hui donc de comment faire des économies. Ça t'intéresse, Lina? Oui, j'aimerais. J'imagine. Beaucoup. Ça intéresse tout le monde, hein? Faire des petites économies par-ci, par-là, bien entendu. Et c'est bien entendu juste après le jingle, l'info du jour. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler on va dire, de la lessive. Bien entendu, cette lessive qu'on achète, donc la lessive pour laver le linge. Je ne parle pas de lessive, on ne va pas parler donc de savon pour laver les mains ou le corps. Ça, c'est autre chose. On va parler aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la lessive liquide qu'on utilise pour laver notre linge, qu'on met dans notre lave-linge. On sait très bien qu'il y a différents prix. Et en même temps aussi, alors plus le prix est élevé, on va dire, plus soi-disant ça lave mieux, ça est plus parfumé. Mais en fait, c'est pas toujours vrai. Ça, il faut le savoir. Sans compter pourquoi je vous en parle, parce qu'en fait, on peut très bien faire sa propre lessive soi-même à la maison. Vraiment? Vraiment. Alors, avec un prix qui ne dépassera même pas les 150 dinars. Waouh! Voilà, pour dire. Alors là, j'ai hâte. Hein. Tu vois, donc on sait très bien que ça varie entre 400 dinars jusqu'à 800 dinars, voire plus. Donc, les 3 litres de lessive liquide. Or, qu'on peut très bien le faire à la maison. Alors, Lina, je te laisse deviner avec quoi? Oh, dis-moi, j'ai vraiment hâte de savoir. Eh bien, écoute, on va déjà pouvoir le faire juste avec des plantes. Okay. Est-ce que tu connais le lierre? Non. Eh bien, le lierre grimpant est une plante, on va dire, qui pousse dans le monde entier, qui s'épanouit parfaitement bien dans notre pays. C'est une très belle plante, donc qui est utilisée comme haie, étant donné qu'elle a un feuillage très dense. Donc, on l'utilise un petit peu pour avoir cette intimité. On les mettra sur des murs, déjà pour cacher quand on a un vilain mur qui nous gâche la vue. Donc, on mettra du lierre, c'est très joli. Et en même temps aussi, quand on a des palissades, on a envie un petit peu de cacher le grillage qui est toujours moche, donc on mettra du lierre. Ça pousse très vite, ça a une croissance très très rapide et en même temps ça reste pratiquement vert toute l'année puisqu'il ne perd pas son feuillage. On part du lierre mais des feuilles. En fait, est-ce que tu savais qu'en faisant bouillir donc quelques feuilles de lierre, on va dire 1 litre d'eau, on va prendre entre 8 à 10 feuilles de lierre, on va les mettre à bouillir pendant à peu près 1 heure. Ce qu'on obtiendra, une lessive. Ça va être un liquide avec lequel on pourra laver notre linge. Et ça lave extrêmement bien. Wow. Sans compter
ça coûtera pratiquement rien. Donc celui-là, on va dire qu'il coûte presque rien, mis à part 1 litre d'eau. Donc on ne compte pas. Le lierre qu'on ira prendre un peu partout, hein, on le retrouve un peu partout au niveau d'Alger. Donc quand on se promène dans les ruelles ou alors un peu en dehors, on pourra toujours trouver ou pouvoir enlever quelques feuilles de lierre. Et donc on le mettra, comme je l'ai dit, pendant 1 heure à bouillir. Et ensuite on laissera bien entendu refroidir et on le mettra tout simplement dans notre petit bidon et ça sera notre lessive. Voilà, donc comme on peut le voir à l'image, c'est très facile. Ça coûte pas beaucoup on va dire, ça coûte presque rien en ce qui concerne celui-là. Pour le lierre, ça coûte pas grand-chose. Voilà, donc et bien entendu, on pourra renouveler, on va dire la même opération. Dès qu'on n'a plus de lessive, on ira en refaire. Alors s'il n'y a pas de lierre, on ne sait pas où le trouver, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut le faire, Lina, avec du savon noir. Tout simplement, comme on peut l'appeler, certains l'appellent le savon de Marseille, certains l'appellent sabun Zayel. On l'appelle aussi donc tout simplement le savon noir. Donc on le trouve un peu partout. C'est avec quoi généralement on lavait le linge autrefois. Donc c'était le sabun loha, le bon morceau de savon. Donc celui-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un morceau de savon. Donc ça coûte entre 70 dinars et 90. Tout dépend si on le veut parfumer ou non. Donc on trouvera tout ce qu'il faut dans les grandes surfaces. On prendra une petite râpe. Bien entendu, on a tous une râpe à la maison. On va râper donc ce morceau de savon. On aura juste à rajouter 1 cuillère de bicarbonate et on rajoutera un petit peu donc aussi même de l'acide citrique. Pourquoi l'acide citrique? Parce qu'en fait, ça blanchit. Et en même temps, c'est excellent donc, pour le mécanisme de notre lave-linge. Il faut savoir aussi qu'il faut faire attention. On ne peut pas mettre n'importe quel produit. On achète nos lave-linges suffisamment chers. Donc, on a envie de les garder le plus longtemps possible. Et on rajoutera donc le bicarbonate qui fera blanchir aussi le linge. Il lui donnera aussi une certaine souplesse. Et bien entendu, une petite cuillère de vinaigre. Voilà, ça sera comme ça sera l'équivalent de l'assouplissant. Voilà, donc ça sera pour on va dire, de la lessive liquide fait à base donc, de savon noir. C'est pour ça que je vous ai dit, ça ne va pas dépasser les 150 dinars. Hein. Quand on fait notre compte, entre 80 dinars le savon, un petit peu de bicarbonate et un petit peu d'acide citrique, allez, ça va, en même temps, ça va nous tenir pratiquement 2-3 mois. Ça c'est pour le savon de Marseille. Il y a aussi encore un autre arbre qui est présent en Algérie. J'ai eu le plaisir de l'essayer. Donc, c'est le saponnier. C'est un très très bel arbre, en fait, qui fait des espèces de petits fruits très durs, marrons, comme on peut le voir à l'antenne. Le voilà, c'est une petite boule un petit peu pas plus grande qu'une noix, hein. C'est un petit peu l'équivalent d'une noix. Donc ça fait carrément du savon. C'est pour ça que cet arbre s'appelle le saponnier. Alors on l'utilisera tout simplement en mettant 2 petites boules de petites graines, voilà, on peut le voir, dans notre lave-linge et on aura donc ça. En plus, ça fait du savon. Par contre, celui-là, ça mousse. Hein. Comparé au lierre, en ce qui concerne le lierre, ça mousse pas énormément. Pour les gens qui aiment la mousse, parce qu'il y a des gens, si ça mousse pas, ils ont l'impression que ça n'a pas été lavé. Oui, moi aussi. D'accord, tu fais partie de ces gens-là. Tout à fait. Voilà, donc on pourra l'utiliser. Moi, personnellement, je vous ai dit, c'est un arbre que j'ai déjà trouvé et qui pousse, hein, qui pousse très très bien. Donc, si vous avez un petit jardin, une petite place, pourquoi pas hein, pour planter un saponnier. Voilà, comme ça, vous aurez pu acheter de lessive et ça fera des économies à notre budget. En même temps, ça fera beaucoup de bien pour la planète. Tout à fait, parce qu'il faut savoir que c'est polluant. Exactement. C'est polluant déjà pour la planète. On sait très bien que en ce qui concerne la pollution planétaire, on est en train de tirer la sonnette d'alarme. Il y a trop de pollution. Donc déjà, on aura le plastique en moins puisqu'on n'aura qu'un seul contenant. Donc le petit bidon qu'on gardera longtemps. Et on aura bien entendu cette lessive qui est, on va dire, presque bio en ce qui concerne le lierre et le saponnier. C'est pratiquement bio et c'est excellent aussi pour la santé. Parce qu'on reviendra tout à l'heure, on parlait d'hormones. Il faut savoir que toutes ces lessives, que ce soit les gels douche, les savons qu'on utilise, les shampoings, sont des perturbateurs endocriniens. Tout à fait. Donc voilà, si on peut éviter au maximum, ça ne prend pas beaucoup de temps. Franchement, pour le faire, il ne faut pas être feignant. Hein. Un petit peu d'huile de coudre pour rappeler le morceau de savon. Et voilà, et on aura des lessives bio pratiquement. Et voilà, et qui nous fera faire des économies. Voilà, ça c'était pour l'info du jour. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je compte bien essayer. Voilà, alors tu m'en donneras des nouvelles. Ah oui, promis. En tout cas, moi, je le fais. Personnellement, je le fais. Franchement, ça donne de très, très bons résultats. Après, pour les gens qui aiment avoir du linge qui sent bon, il ne faut pas se mentir, on pourra rajouter un petit peu d'assouplissant pour avoir... Ou sinon, carrément, quelques des huiles essentielles. Absolument. Oui. Si on a des huiles essentielles, c'est encore mieux. Tout à fait. Voilà, ça c'était pour l'info du jour. J'espère que, je t'en prie Lina, voilà, j'espère que chers téléspectateurs, vous avez, on va dire, apprécié. Et tout de suite, nous allons passer à Lina Deramchi, donc dans Vitalité et bien-être. Vitalité et bien-être, juste après le jingle. Alors Lina, donc il y a des besoins apparents.
Tout à Donc fait. j'ai faim, j'ai froid, j'ai envie de dormir, tous Tout ces à petits fait. trucs-là, ça reste, on va dire, facile à détecter. Exactement. Mais il y en a d'autres qui sont plus compliqués et plus complexes Qui à sont trouver. invisibles et qui commencent à se développer plus tard dans le temps, qu'on commence à remarquer chez les enfants plus tard. Donc généralement, les parents ne se rendent pas vraiment compte des besoins de leurs enfants. Tout comme tu as dit, sinon ils se rendent compte uniquement de ce qui est visible, de ce qu'ils arrivent à détecter et à comprendre. Mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus profonds et qu'on n'arrive pas directement à comprendre. Après, certaines mamans, elles ont cet instinct, cette connexion avec leur enfant. Elles peuvent le ressentir, mais ce n'est pas toujours le cas parce que parfois... Ça passe inaperçu. Exactement. Parfois, ça passe inaperçu. Parfois, il y a certains signes qui passent tout à fait inaperçus, qu'on ne comprend pas et puis qu'on néglige avec le temps. Et il faut savoir que l'enfant, durant sa croissance, il a besoin de 4 besoins essentiels qui sont donc c'est fondamental pour sa croissance et surtout en ce qui concerne ses émotions. Donc là vraiment on va se diriger un peu plus dans l'émotionnel pour expliquer un peu ce que ces enfants peuvent ressentir avec le temps. Alors il faut savoir que les études ont montré que l'enfant arrive à comprendre ses émotions et à faire la différence entre chacune d'entre elles à l'âge de 7 ans. D'accord. Donc c'est à ce moment-là que l'enfant prend conscience de ce qu'il ressent. Avant 7 ans, l'enfant ne sait absolument pas ce qu'il ressent. D'accord, c'est Voilà. très confus. Très confus. Donc dans sa tête, dans son cœur, c'est très confus. Pour Déjà lui, des fois, certaines personnes, même à l'âge adulte, ils ont un petit peu de mal Tout à fait, à bien faire sûr. un petit peu, on va dire, pas le ménage ou à gérer déjà les Bien émotions. sûr. C'est déjà assez compliqué. On ne c'est sait lié pas à vraiment ce qu'on l'enfance. ressent. C'est lié à l'enfance. C'est lié à l'enfance. D'accord. Pourquoi? Parce que durant l'enfance, cet enfant n'a pas été écouté. Cet enfant a eu des besoins invisibles, ces besoins n'ont pas été écoutés, et puis plus tard, il y aura des répercussions, bien sûr, à l'âge adulte. Donc c'est pour ça que je voudrais mettre en lumière surtout ces besoins qui sont essentiels et qui vont aider à la croissance de cet enfant. Donc comme je disais, avant 7 ans, l'enfant ne fait pas la différence. Ça veut dire que même s'il a besoin de quelque chose, il ne saura pas comment le formuler. Il va simplement accepter ce qu'on lui donne et il va s'habituer à ça. Donc lorsqu'il va s'habituer à certaines de ses émotions, donc à certaines de ses habitudes qu'il va établir avec le temps, il va grandir avec. Il va grandir avec et les développer avec le temps, même il va les partager avec son entourage sans vraiment comprendre ce qui se passe en lui. Pour commencer, le premier besoin qu'un enfant aura toujours, qu'on devra surtout toujours donner aux enfants, c'est l'écoute. Oui. Voilà. L'écoute, c'est primordial. Et quand je parle d'écoute, c'est vraiment quelque chose de très profond. Donc, expliquer à un enfant ce qu'est une émotion. Par exemple, la communication est très importante. Un exemple très simple, Oui. Tu es triste. Alors, pourquoi est-ce que tu es triste ? Donc poser la question. Exactement. Chercher Chercher le dialogue. Pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Quelle émotion est-ce que tu ressens? Et puis avec le temps, l'enfant se posera ces mêmes questions, même si au début il ne comprend pas vraiment les questions. D'accord. Et même si au début... Donc il faut continuer, même si on sait Tout à fait. qu'il n'a pas vraiment compris la question qu'on lui Bien pose, sûr. il n'a pas de réponse, on va dire, claire, Tout à mais fait. il faut quand même le faire. Absolument. D'accord. Donc les débuts, l'enfant bien sûr n'aura pas de réponse et puis il ne comprendra pas la question. Il va probablement pleurer et au lieu par exemple de le raisonner en lui disant ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, non c'est rien. Oui, Alors c'est ce vrai. mot-là c'est un mot destructeur. Aujourd'hui, les neurosciences et toutes les études nous prouvent que le mot « ce n'est rien » est un mot qui est tout à fait destructeur. Il ne faut jamais minimiser le besoin de cet enfant, la douleur ou l'émotion, pas du tout, c'est faux. Tout ce qu'il faut faire, c'est écouter. Qu'est-ce que tu ressens? As-tu mal quelque part? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu es fatigué? Il faut ouvrir le dialogue et puis plus tard, lorsqu'on ouvre le dialogue, cet enfant se posera ces mêmes questions. Pourquoi est-ce que je pleure? Quelle émotion est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Il fera le tri par lui-même. D'accord. Mais s'il n'y a pas ces questionnements dès le début et qu'il n'y a pas cette écoute venant des parents, l'enfant va directement se dire non, Ce n'est pas important. ce n'est pas important. Voilà. Donc Donc il va minimiser cette douleur, cette peine, il va garder tout en lui et il ne va pas probablement partager tous ses sentiments ou tous ses ressentis. Il ne va absolument rien dire. Donc on a également l'acceptation.
ce temps d'écoute, il faut, on va dire, que ça soit en permanence. Oui, bien sûr. Ce n'est en pas, permanence. par exemple, momentané quand on a un moment, on se Non. dit, bon, allez, viens, Non. raconte-moi qu'est-ce qu'il y a. Pas du tout. Pas comme ça, d'accord. Alors, plus C'est tard, vraiment un peu plus d'attention, on va dire, Exactement. en permanence. je donnerai quelques outils, donc à la fin, quelques conseils qu'on peut adapter dans la vie quotidienne. Mais oui, il faut intégrer ça quotidiennement et pas seulement lorsque cet enfant pleure ou lorsque cet enfant fait une crise, lorsqu'il est en colère, pas du tout. Même dans les moments de joie, de paix, de bonheur. D'accord, même quand tout va bien. Exactement. Il faut intégrer ce dialogue. L'enfant va bien, il rigole, tu rigoles, tu es content? Est-ce que tu es heureux? Tu es satisfait? L'enfant ne comprendra pas vraiment ce que c'est. Parfois, certains parents peuvent trouver ça légèrement puéril, mais ça ne l'est pas du tout. En fait, ils éduquent leur enfant d'une manière très saine. Et cet enfant commence à se valoriser dès son jeune âge. Il commence à comprendre son importance et surtout, là, on va rentrer dans le deuxième point, qui est l'acceptation. Il commence à se dire qu'il est accepté dans ce monde. Et avant d'être accepté dans ce monde, il est accepté dans sa propre famille. D'accord. Donc, on on a la première l'écoute. partie de sa vie. Exactement. L'écoute et l'acceptation. Lorsqu'il est accepté dans sa propre famille, il va se donner de la valeur. Donc, il va commencer à se dire « je suis important, je suis là, on me voit, on m'écoute ». Et même plus tard, il va grandir avec donc l'idée conçue, qui a été conçue dans son jeune âge, les bases solides qui ont été déposées, et même plus tard, en grandissant, il gardera toujours cette même force qu'il a créée dans son enfance. Parce qu'aujourd'hui, toutes les études montrent et nous laissent croire que les enfants qui aujourd'hui ont peut-être un léger manque de confiance en eux, qui ont parfois des troubles, certaines crises de panique, crises d'anxiété, qui ont beaucoup trop de stress dans leur quotidien, alors que finalement ce sont que des enfants. Qui se dévalorisent et qui se... Exactement. Oui. Le mot m'échappe. Ah, c'est pas grave. Je crois que même moi, il m'échappe là en ce moment. Mais oui, donc ces enfants, quand ils ressentent toutes ces émotions refoulées, en fait, c'est lié à leur enfance. Durant leur enfance, ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été acceptés et certaines de ces émotions ont été minimisées. D'accord, donc ils se sentent dévalorisés. Exactement, tu l'as trouvé. Je l'ai inversé, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, exactement. Et en grandissant, ils ont une perte de confiance en eux totale. Et avec le temps, même à l'âge adulte, ils retrouveront cela, même s'ils feront des efforts et ils vont y travailler. Plus tard, à l'âge adulte, ce sera un peu compliqué pour, par exemple, arriver à trouver la solution au problème ou à dépasser les dépressions passagères. Plus tard, à sociabiliser aussi, ça peut aussi être un frein à la sociabilisation. Tout à fait, à la connexion, bien sûr. Et c'est pour ça que durant l'enfance, c'est la partie la plus importante. Les enfants, généralement, bon, même durant les recherches qu'on fait, on nous dit que la partie la plus sensible, c'est l'adolescence. Oui. Alors que non. C'est vrai, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il faut accéder à l'adolescence où tout est chamboulé, où ils cherchent. On pense que c'est à ce moment-là qu'ils cherchent, on va dire, un petit peu leur personnalité. Mais en fait, ça commence beaucoup plus jeune que ça. Exactement. Au niveau de l'adolescence, ce n'est pas l'émotion. À l'adolescence, c'est les hormones. C'est à ce moment-là que les hormones commencent à travailler. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces chamboulements. Mais à l'enfance, c'est purement émotionnel. Si on arrive à réguler ces émotions à l'enfance, durant l'adolescence, ce sera beaucoup plus simple, car il n'y aura que l'aspect hormonal qu'on devra gérer avec ces adolescents. Mais ces adolescents auront déjà une base sur leurs émotions, donc ils sauront faire la différence. Et puis plus tard, donc avec les hormones, on saura les aider. Mais si cet enfant a été négligé durant l'enfance, et qu'il grandit, il arrive à la phase d'adolescence, il aura et l'émotionnel et l'aspect hormonal. Et donc, ce sera beaucoup plus difficile. Ce sera plus compliqué, en fait. Là, ça sera vraiment plus compliqué à gérer pour lui et pour les parents aussi. Tout à fait, bien sûr. Même également pour cet adolescent qui sera perdu. À ce moment-là, certains retrouvent l'aide dont ils ont besoin. Ils arrivent à sortir de cette crise, on va dire. D'autres, non. D'autres prennent plus de temps qu'il ne faut et puis finissent par finalement se dire que je n'ai pas été valorisé durant mon enfance. C'est une question de sensibilité aussi. Peut-être certains enfants sont plus sensibles que d'autres. Bien sûr. Mais même au niveau de la sensibilité, ça se travaille à l'enfance. Il faut savoir qu'un enfant, jusqu'à ses 7 ans, son cerveau est tel une éponge. Alors, il absorbe tout ce qu'on lui donne. Tout. Alors, si on commence une éducation très saine, par laquelle vraiment cet enfant sera valorisé, sera écouté, compris, l'enfant grandira avec ça. Et même plus tard, au niveau de sa sensibilité, bien au contraire, il ne sera pas sensible
aux événements qui vont arriver. Non, il aura une sensibilité émotionnelle, donc intelligence émotionnelle, pour comprendre les autres personnes. Donc en fait, il aura une maîtrise, une maîtrise de ses sentiments, de ses... Il deviendra beaucoup plus fort. L'enfant va apprendre à avoir un caractère et une carapace, on va dire, forte, qui ne laissera pas le monde extérieur l'atteindre. Parce qu'il a justement créé cette force à l'intérieur. Il a créé des bases solides chez lui, avec ses parents et sa famille. Et en même temps, étant donné qu'il y a eu cette communication entre lui et on va dire entre ses parents et lui, à l'âge adulte, il sera capable d'établir une conversation. Exactement. Même si elles sont difficiles. On sait très bien que très souvent, les conversations sont assez compliquées, assez complexes, mais en fait, il saura faire face. Bien sûr, il saura faire face également aux problèmes de la vie. Il ne fléchira pas devant un problème ou une énigme ou autre, pas du tout. Il va développer une certaine force et une capacité à résoudre les problèmes. Même au niveau de l'intelligence, l'enfant sera beaucoup plus intelligent. Donc, on néglige certains détails. Surtout au niveau de l'enfance. On se dit, c'est des enfants, ils ne savent rien, ils ne comprennent pas. Certes, ils ne savent pas, mais ils ne comprennent pas, mais ils ressentent. Ils ressentent plus que n'importe quelle autre personne. Donc, même, leur sensibilité est accrue beaucoup plus qu'un adulte. On a l'impression de comprendre et de savoir en étant adulte, mais il faut savoir que l'enfant, on ne s'en rend pas compte, mais il absorbe. Il absorbe ce qu'on lui donne, et il retient surtout. Et plus tard, on va voir que ce qu'on a donné, l'enfant aussi va commencer à refaire les mêmes choses. Ce n'est que plus tard. Agir de la même manière, on va dire. À appliquer plutôt. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je le répète beaucoup, surtout cette phrase, on appelle l'enfance l'âge d'or. C'est à ce moment-là que l'enfance, quand on commence à poser des bases solides et que l'enfant commence justement à se construire. Même lorsqu'il ne s'en rend pas compte. Alors que on a tendance un petit peu, on va dire, à faire quelques erreurs. Hein. Bien sûr. De toute façon, il n'y a pas, on va dire, de... Parents parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits, mais on a un petit peu tendance, comme tu l'as dit au départ, à minimiser et à dire « Ah, ce n'est qu'un caprice ». Très souvent, on se dit « Ah, il est en train de faire ses caprices, il est capricieux ». Tout à fait. On le laisse bouder, il est en train de bouder, on le laisse bouder. Quand il sera fatigué de bouder, il s'arrêtera tout simplement. Alors que non. À ce moment-là, il y a toute une conversation à l'intérieur qui se passe. L'enfant commence à se dire « Ce n'est pas important ». Je ne suis pas assez important, je ne suis pas écouté, c'est pas important, ce que je ressens n'est pas important, donc on minimise également. Absolument. À ce moment-là, il faut juste intégrer la communication saine. Donc qu'est-ce que tu ressens, pourquoi, comment. Et pour les outils à intégrer dans la vie quotidienne donc des ça parents, serait quoi? Déjà, il faudrait, on va dire, mettre au moins 10 minutes par jour, même si vous n'avez pas le temps, 5 minutes par jour, de communication profonde avec vos enfants. Même si l'enfant, on va dire, il ne sait pas encore parler, mais l'enfant se rappellera de votre voix. Alors prenez le temps de communiquer avec l'enfant. Dans le sens où, par exemple, je montre mon humanité également, ma vulnérabilité à mon enfant. Moi aussi, je suis triste, moi aussi, j'ai été en colère, moi aussi, je ressens telle et telle chose. Passer du temps avec ses enfants, les écouter, donc bien sûr, on va dire minimiser un peu le temps d'écran, jouer à des jeux avec ses enfants, donc coloriage, puzzle, dessin et tout ce qui s'ensuit. Donc vraiment, il faut essayer d'introduire cette éducation saine aux enfants, c'est très important. Très bien, merci beaucoup Lina pour tous ces éclaircissements. Tu restes avec nous donc juste après ces images, donc la deuxième partie de notre émission. Parfait. On revient tout de suite juste après ces images.
Voilà, on a commencé l'émission sans vous. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai le plaisir de recevoir donc Dr Tinhined Haït Saïd. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir encore une fois. Je suis ravie également. Je peux commencer à dire que vous êtes une habituée des plateaux de Ma Famille Ma Vie. Ah oui, avec plaisir. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Donc, vous êtes pharmacienne et vous êtes aussi nutrithérapeute. Absolument. Merci d'avoir répondu présente et de nous avoir consacré du temps. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et Lina était déjà là. Voilà. Oh, bonjour. Alors, nous allons parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'importance donc des hormones, de la nutrition, surtout chez les plus jeunes, chez nos enfants. On sait très bien que leur croissance, leur bien-être, tout ça, en fait, dépend de cette chimie ou alchimie entre tous ces éléments, entre leur nutrition, leur assiette, entre aussi donc ces hormones, quand elles sont, on va dire, en harmonie, quand elles sont bien équilibrées, tout va très bien. Sauf que, en fait, ce n'est pas toujours le cas. Et on va essayer un petit peu de donner des explications et des éclaircissements à nos téléspectateurs qui peuvent nous appeler au 021 23 98 91. Donc, si vous avez des questions à poser à nos spécialistes, ils sont là. Ou même aussi des témoignages que vous pouvez nous partager. Voilà. Alors, première question, on va faire une petite définition simple donc, de ces hormones, de ces chefs d'orchestre un petit peu. Ok, donc pour les hormones, une définition très simple, ce sont des substances chimiques, ce sont des messagers chimiques qui sont produits naturellement par le corps. Et ces substances chimiques contribuent à l'équilibre de toutes les réactions biologiques. Et surtout, elles jouent un rôle important dans la croissance. Donc ça c'est chez les enfants. Chez les enfants et même le jeune adulte et l'adulte. Pour les adolescents, c'est différent. Est-ce qu'ils ont, on va dire, des hormones au niveau de la puberté qui commencent à apparaître? Justement, pour toute la vie de l'être humain, nous avons deux périodes marquantes. C'est bien la période de l'enfance et de l'adolescence. C'est là où on doit s'intéresser beaucoup plus aux hormones. Nous avons principalement la GH, la growth hormone, donc, qui contribue à l'équilibre qui est entre la masse musculaire et la masse graisse, et donc par conséquent, qui joue un rôle dans l'équilibre de toutes les autres fonctions biologiques. Généralement, donc, les pédiatres, quand ils sont déjà, on va dire, dès leur plus jeune âge, quand on amène nos enfants, on a, on va dire, ce suivi de la part donc, des pédiatres qui sont là à nous dire la courbe de croissance, si tout va bien, si déjà on a, on va dire, un petit peu ces éléments en main pour avoir une bonne croissance chez l'enfant. Oui, et je dirais qu'avant d'aller chez le pédiatre, il y a toujours les parents qui sont les pédiatres de leurs enfants. Donc, ils sont toujours à côté de leurs enfants et doivent être à l'écoute. Surtout, tout à l'heure, tu as parlé de l'écoute de leurs émotions, mais aussi, ils doivent être à l'écoute de leur changement qui est apparent. Voilà. Donc, et en moindre détail, il faudra consulter un pédiatre. Donc, il faut être très, très observateur. Absolument. C'est ce qu'on disait, c'était pratiquement pour les parents, c'est vigilance permanente. Absolument. Et permets-moi de parler aussi des 1000 premiers jours de l'enfant, qui est un concept récent, qui est défini par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ces 1000 premiers jours, ce sont les plus importants où il faut incarner les bonnes bases pour assurer une bonne santé à long terme pour l'enfant. Voilà. Et les 1000 jours pour l'enfant commencent déjà dès la grossesse. Donc, c'est 2 ans. Voilà. C'est jusqu'à l'âge de 2 ans. D'accord. En fait, la grossesse inclut aussi. Inclut également. Très bien, oui. D'accord. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, étant donné qu'on ne voit pas, il n'est pas très c'est la apparent. conception, c'est la base. Voilà. Très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est de suivre un sujet de Yasmine Chouir et on revient juste après. Très bien. Notre corps est une machine d'une précision fascinante. Et au cœur de ces mécanismes les plus essentiels, il y a les hormones, des messagères invisibles qui régulent notre humeur, notre appétit, notre sommeil, notre métabolisme. Elles influencent tout ce que l'on ressent, comment on pense, comment on réagit. Mais ce que l'on sait moins, c'est que notre alimentation joue un rôle crucial dans cet équilibre. Les hormones sont produites par nos glandes, la thyroïde, les surrénales, le pancréas, les ovaires. Elles fonctionnent comme un réseau interne de communication. Un peu trop d'une hormone et tout s'emballe. Pas assez, et c'est tout le système qui ralentit.
Fatigue chronique, irritabilité, troubles du poids, de l'humeur, du sommeil. Derrière ces symptômes parfois flous, il y a souvent un déséquilibre hormonal. Et au quotidien, l'un des facteurs les plus puissants pour influencer ce déséquilibre, c'est ce qu'il y a dans nos assiettes. Un repas trop sucré provoque un pic d'insuline. Un excès de café stimule trop fortement le cortisol, hormone du stress. Une alimentation pauvre en nutriments affaiblit la sérotonine et la dopamine. Mais à l'inverse, certains aliments agissent comme de véritables alliés. Les protéines soutiennent la fabrication de neuromédiateurs. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre et protègent l'insuline. Les oméga 3 apaisent l'inflammation. Le magnésium régule le stress. Les vitamines B soutiennent le système nerveux et hormonal. Du matin au soir, chaque repas est une occasion d'envoyer un signal au corps. Le matin, un petit déjeuner protéiné stimule la dopamine, la motivation. À midi, un repas équilibré aide à stabiliser la glycémie, évitant les coups de fatigue. L'après-midi, une collation riche en bons gras limite les fringales. Le soir, un dîner léger prépare la montée de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Ce n'est pas une formule magique, c'est une logique, une manière de manger qui respecte le système biologique du corps. Comprendre ce lien, c'est reprendre le pouvoir. Ce n'est plus juste compter des calories, mais décoder un langage intérieur, celui des hormones. Chaque aliment devient un messager, chaque repas une décision qui influence nos pensées, nos sensations et notre bien-être. En écoutant mieux notre corps, on peut apprendre à l'aider. Et ça commence souvent parce que l'on choisit de mettre dans notre assiette. En fait, à chaque fois, on revient à cette assiette qui est, on va dire, le démarrage de pratiquement tout. Hein. C'est peut-être un geste anodin de préparer le dîner ou le déjeuner à notre famille, mais en fait, on va dire, on détient quand même un élément très très important qui est cet équilibre qui fait en fait toute la différence. Donc, une hormone qui est, on va dire, défectueuse en plus ou en moins, et tout bascule. Absolument. Et donc, surtout pour les parents, ils doivent se sentir responsables déjà sur l'alimentation de leurs enfants. Donc, ça doit être étudié. Ils doivent s'informer davantage sur la façon de s'alimenter et d'alimenter leurs enfants. Quoi acheter à la maison surtout, comment faire les courses. Ça commence là, en fait. Parce que les erreurs qui se font actuellement, surtout pour les enfants, c'est d'acheter tout, de se permettre à tout et de déposer tout sur la table et d'interdire certains aliments aux enfants. Justement, on reviendra sur ça, sur les restrictions. Donc, on reste toujours en ce qui concerne les enfants. Comment peut-on détecter un éventuel trouble hormonal chez les enfants? Les troubles hormonaux chez les enfants peuvent être visibles déjà sur la taille, le poids, l'état de l'enfant, la fatigue, la réponse aux stimulations, surtout pour le bébé, dès qu'il commence à faire ses premiers pas, dès qu'il commence à faire ses premières dents, tout ça. Donc il faudra être vigilant. Tout ça, ce sont des signes qui peuvent être liés ou non à un trouble hormonal. Et en ce qui concerne l'obésité, c'est devenu, on va dire, un fléau mondial. Il y a quelques années en arrière, ça a touché pratiquement beaucoup plus les adultes. Là, maintenant, on voit que les enfants aussi ont ce problème de surpoids et d'obésité. Oui, il y a beaucoup plus d'enfants maintenant qui sont en surpoids, voire obèses. Et ça, c'est malheureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui choisissent leur alimentation. Donc, il y a toujours l'adulte qui est derrière cet enfant qui est en train de choisir à sa place son alimentation. Et donc c'est pour ça que j'ai parlé de la part de responsabilité des parents sur l'assiette des enfants. Donc ça pourrait être, et l'assiette bien évidemment, c'est pas uniquement le facteur unique de l'obésité chez l'enfant. Il y a aussi les facteurs génétiques, épigénétiques. Voilà. Donc, sans ça, il y a également le facteur émotionnel. On en revient toujours. Absolument. Un enfant, généralement, ne fait pas la différence entre une faim émotionnelle et une faim dont il a besoin. Donc, le corps réclame cette nourriture car c'est l'heure de manger. Généralement, les enfants, lorsqu'ils vivent déjà dans un environnement stressant, donc où, par exemple, dans la famille, il y a beaucoup de disputes. De conflits, par exemple, on va dire une famille conflictuelle. Exactement, absolument. À ce moment-là, l'enfant va sécréter beaucoup trop de cortisol. Et c'est là où ces émotions vont développer cette faim. Il n'y aura presque, on va dire, pas assez de leptine dans le corps. Donc la sensation de satiété ne sera pas présente. L'enfant se mettra à manger pour justement manger cette émotion
et on va dire calmer ce stress. À ce moment-là, l'enfant ne mangera pas car il a besoin, mais il mangera car il stresse. Et c'est là justement où tout commence, manger par émotion. Donc c'est pour ça qu'ici la communication est toujours importante. Est-ce que tu manges parce que tu as faim ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as plus faim? Donc créer déjà ce petit dialogue avec cet enfant va lui permettre de prendre conscience si réellement cette faim est émotionnelle ou non. Ou un besoin... Tout à fait. D'accord. Donc, vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. Donc, si vous avez envie de poser des questions donc, à nos spécialistes qui sont là, ou si même peut-être vous avez vécu donc, une situation où votre enfant donc, avait un problème hormonal, ou peut-être même le surpoids. Donc, c'est quand même, on va dire, un problème récurrent dans beaucoup de familles. Il faut savoir aussi qu'il faut se dire, dans notre société, c'est que quand on a un enfant, on va dire, qui est légèrement en surpoids, on va toujours dire non, il est en bonne santé, il est bien portant. On aura toujours tendance un petit peu à minimiser, à dire non, il est juste bien portant, ou alors tout de suite dire ah oui, nous dans notre famille on est un peu comme ça, on est un petit peu, on va dire, enrobé ou un peu rond. Et ça rentre dans les croyances et parfois même dans les traditions. Il y a certaines régions qui préfèrent un enfant plus voilà, en surpoids. Mieux portant, en surpoids. Absolument. Absolument. Voilà. Et alors voilà, donc ça, il rentrera, on va dire, plus dans les critères de bonne santé. Donc ça veut dire que, hélas, ça veut dire que sa famille le nourrit bien, qu'il vit bien. Ça va être un signe extérieur de bien-être. Mais en fait, ça peut cacher un problème hormonal. C'est vraiment, ça cache, c'est, on va dire, une sonnette d'alarme. D'accord. Quand on voit, par exemple, qu'un enfant mange beaucoup plus qu'il ne doit manger, parfois, il faut se poser des questions. Et il faut se dire que généralement, c'est plus émotionnel, parfois même hormonal qu'autre chose. Donc, c'est à partir de là on parlera un peu tout à l'heure des restrictions. Donc, c'est à partir de là que les parents doivent être alertés. Donc, quels sont les signaux d'alarme, en fait, qui nous devraient un petit peu, on va dire, nous mettre la puce à l'oreille, nous alarmer? En ce qui concerne pour l'enfant, par rapport aux troubles hormonaux, toujours ça rentre surveiller le poids et la taille et le développement, que ce soit le langage, que ce soit la motricité aussi, la concentration, tout ça. La réceptivité de l'information, donc tout vraiment tout rentre en compte. Le fait de comment cet enfant réagit à votre, par exemple au contact, à la communication, tout ça, ça rentre. En gros, c'est le contact et l'interaction avec le monde extérieur. Exactement. Voilà. Et là, en ce qui concerne les plus jeunes, le monde extérieur, le premier monde, c'est la cellule familiale. Il y a aussi donc le devoir des parents qui doivent être un exemple, puisqu'on revient à l'alimentation qui est vraiment, on va dire, le maillon fort de cet équilibre. Donc les parents doivent être d'abord un exemple. Absolument, oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure par rapport à la restriction, il faudra surtout éviter d'interdire certains aliments qui sont néfastes, des aliments ultra transformés, alors que les parents sont en train de les prendre, sont en train de les déposer sur la table. Ça pourrait même causer des troubles psychologiques. L'enfant pourra penser autrement, il va se dire ah oui, donc moi je suis différent d'eux, il me prive de certaines choses, donc il m'aime pas, donc alors que les parents pensent bien faire. Alors que c'est le contraire. Exactement. Il faudrait instaurer une hygiène de vie. Une hygiène de vie qui sera valable pour les parents et pour l'enfant. Donc savoir ce qu'on mange, c'est valable pour l'enfant et pour les parents. Donc lorsqu'on partage, encore une fois, ces nutriments qui sont sains, l'enfant grandira avec cette idée que je mange ça car c'est bien pour mon corps, c'est bon pour mon corps et c'est ce qu'il faut manger. Il ne faut pas manger ce qui n'est pas bon. Parce que déjà, il y a eu cette explication et puis il voit l'exemple devant lui que les parents font déjà ça, appliquent ça déjà, donc il n'y aura pas plus tard de problème. Très bien. En ce qui concerne toujours l'obésité chez les plus jeunes, donc est-ce que c'est systématiquement hormonal ou pourquoi certains enfants peuvent manger ce qu'ils veulent en ne prenant pas beaucoup de poids, alors que d'autres, on va dire qu'ils mangeront, on va dire 3 fois rien, ils prendront plus de poids qu'un autre? Alors c'est justement lié à plusieurs facteurs. Ça pourrait être hormonal, comme ça pourrait être par rapport à l'hygiène de vie, leur assiette, leur alimentation, et ça pourrait être aussi lié à des problèmes plus profonds, la génétique, l'épigénétique et même le microbiote intestinal. D'accord. Le microbiote intestinal, ce sont les bactéries qui sont présentes naturellement au niveau de notre système digestif et qui sont là pour assurer l'équilibre. Pas uniquement l'équilibre en ce qui concerne la digestion, mais l'équilibre de tout le corps. Il y a certaines bactéries qui sont responsables
responsable, par exemple, de la régulation de la glycémie. Oui. Il y a certaines hormones, certaines bactéries, pardon, qui sont responsables de l'obésité, la gestion du poids. Il y a certaines bactéries qui sont responsables sur le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Donc, Oui. un déséquilibre de ce microbiote intestinal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. L'obésité, la gestion du poids. Il y a certaines bactéries qui sont responsables sur le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Donc, oui. Un déséquilibre de ce microbiote intestinal pourra être un démarrage de certaines maladies. Voilà. Et si vous remarquez, les enfants, dès leur naissance, ils commencent déjà dès le jeune âge, ils commencent à mettre tout à la bouche pour goûter. Voilà. Ouais. Et c'est là où déjà ils commencent à nourrir leur microbiote intestinal. C'est naturel. C'est un signe de défense aussi. Ils sont en train de se construire. Et ce signe-là, ce geste-là qui est anodin pour nous, et il coûte beaucoup pour le corps. Donc le microbiote intestinal, il se nourrit
déjà, l'enfant prend le microbiote intestinal déjà depuis la naissance. Donc il arrive avec déjà un microbiote intestinal, de la celui naissance. de la maman. Donc c'est pour ça que si par exemple la maman elle est obèse, elle transmet son microbiote intestinal pour l'enfant. Et ensuite ce microbiote intestinal il commence à se modifier petit à petit en fonction de ce que l'enfant reçoit. Par exemple, lors de la diversification alimentaire, à l'âge de 4 mois, c'est là où les parents doivent intégrer petit à petit les légumes. Si jamais ils ne le feront pas, donc ils vont apporter moins de fibres, et les fibres, ce sont des prébiotiques. C'est de ça dont les bactéries ont besoin pour se nourrir, pour se porter bien. Voilà. D'accord, donc ça commence vraiment, on va dire, très très jeune pour déjà le bon fonctionnement de ce microbiote, sa bonne construction. Est-ce qu'il y a des aliments qui altèrent ce microbiote, surtout pour les plus jeunes? On va rester toujours dans les plus jeunes. Alors, les aliments qui font du bien pour le microbiote intestinal, c'est bien les fibres. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les prébiotiques. C'est de ça dont les bactéries ont besoin pour se nourrir, pour se tenir vivantes. D'accord. Voilà, donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour les plus jeunes, ce qu'on essaiera de faire, c'est de leur faire manger des fruits et légumes. Chose qui n'est pas vraiment, on va dire, évident. C'est très bien qu'après, au niveau du palais et du goût, on est tous différents. Il y a des enfants, je vais te donner juste un exemple. J'avais ma première fille qui était absolument, on va dire, fantastique, parce qu'en fait, toute petite déjà, elle mangeait pratiquement tous les fruits et légumes. Et la deuxième, une fois que j'ai eu mon deuxième enfant, là, ça a été la surprise. Et c'était pas rigolo, parce qu'en fait, je cuisinais, j'achetais les légumes, mais en fait, elle ne voulait absolument rien manger. Voilà, c'était vraiment problématique. Pour ça, justement, il faudra respecter le choix de l'enfant. Par exemple, il faudra travailler sur la forme de l'assiette. Si, par exemple, l'enfant a tendance à manger beaucoup plus des pizzas, des burgers, pourquoi ne pas préparer toujours le même plat, le même format avec d'autres ingrédients? Essayer aussi de leur donner, de leur faire goûter un petit peu, essayer d'éveiller ce palais, d'éduquer ce palais. Par des jeux, par exemple. Intégrer l'alimentation comme étant une partie de plaisir et non pas une torture ou une... pas une torture. Ouais, absolument. Donc ça, en fait, ça ne donne rien, même si on essaye de les punir ou on essaye de les mettre pendant 1 heure devant leur assiette. Franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Au contraire, ça peut créer des frustrations et des rejets. Bien sûr, tout à fait. Avec le temps, l'enfant va toujours créer cette résistance. Il va se dire non, moi, dès mon jeune âge, avec la nourriture, à chaque fois j'ai été punie, je n'aime pas les légumes. Et puis même, ça peut être également un signe qui va mener plus tard à une obésité, donc à une faim émotionnelle. L'enfant va se mettre à manger tout sauf ses légumes. Essayez de leur faire goûter un peu à tout. Je vais encore parler un petit peu de mon expérience personnelle. C'est que j'avais essayé les légumes crus, donc carottes crues, même navets aussi, du chou-fleur. Et en fait, j'ai vu que ça marchait. En fait, ma fille préférait les légumes crus aux légumes cuits. Mais bon, c'est vrai que j'avais fait plein de tentatives. À chaque fois, je donnais non, je veux pas, non, je veux pas. Mais en fait, on va dire que je n'ai pas baissé les bras. C'est vrai qu'il y a des moments où on n'en peut plus, il ne faut pas se mentir. On se dit, ah ça y est, j'y arrive pas, on baisse les bras. Mais en fait, il faut rester persévérant. Justement, il faudra que les parents soient conscients que c'est un travail. Exactement. Il faut respecter ça, il faut respecter l'enfant, il faut faire un travail ou alors mettre en place carrément une stratégie qui va avec les préférences de l'enfant. Et puis même, il y a eu une étude récente qui nous a montré que l'enfant était très attiré par les couleurs. Et ce qu'on remarque, ce que les parents font aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils achètent des assiettes où il y a plusieurs compartiments. Et en fait, ils mettent des légumes de toutes les couleurs. Et ce qu'ils ont fait également, c'est qu'ils mettaient fruits et légumes dans la même assiette. Donc ici, le fruit n'était pas donné comme étant un dessert. Donc il était mis directement dans l'assiette. Là, on avait par exemple des betteraves, des carottes, brocolis, des fraises juste ici. C'était pas le tout qui était mixé. Et puis les enfants directement, ils choisissaient les couleurs, ils mangeaient. Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on arrivait à comprendre les préférences des enfants. Et puis plus tard, ils étaient attirés par les autres couleurs et ils finissaient par finir l'assiette parce que c'était amusant. Très bien. On va revenir sur ce point parce que j'ai quelque chose aussi à rajouter. Donc, on a juste un appel. On a Fedia d'Alger. Bonjour, Fedia. Bonjour. Merci de votre appel. Merci. Bonjour pour les invités. Je voulais poser une question concernant ma fille adolescente. Oui. Elle est en surpoids. Elle est hyperthyroïdienne. J'ai été voir le médecin. Il m'a dit il ne faut pas qu'elle boit maintenant des médicaments, il faut la surveiller.
Est-ce qu'il y a un rapport avec l'alimentation? Très bien. Donc, notre nutrithérapeute va vous répondre. En fait, sa fille, donc, qui est adolescente, est en surpoids et donc elle a un problème de thyroïde, mais le médecin ne veut pas directement la mettre sous, on va dire, sous traitement médicamenteux. Donc, plutôt peut-être surveiller son alimentation. Quels conseils on pourrait lui donner? Et justement, à cet âge-là, les médecins préfèrent de ne pas perturber le corps avec des médicaments qui sont des substances chimiques, de laisser le corps se régénérer seul et petit à petit. Et comment surtout parler de l'alimentation et de l'hygiène de vie. C'est un changement. Et ça doit être, comme j'ai dit, ça doit être inscrit dans une conduite de changement. Ça veut dire qu'il ne faut pas changer tout et du jour au lendemain. Il ne faut pas que ça soit brusque, en fait. Il ne faut pas brusquer l'enfant surtout. Il faudra commencer par exemple par le changement de la qualité. Tout à fait. Avant de penser à la quantité. Il faudra penser à éliminer petit à petit tout ce qui est néfaste, les produits ultra transformés. Ultra transformés, donc ils sont un véritable fléau, faut pas. Absolument. Avant de penser à quoi déposer sur la table, revoir les placards surtout. Revoir les placards, faire un petit inventaire à la maison. Voilà. Qu'est-ce que j'ai exactement? Est-ce que mes aliments ils sont sains ou non? Est-ce que j'ai beaucoup plus de produits ultra transformés? Entre parenthèses, les produits ultra transformés, c'est tous les produits qui contiennent des additifs alimentaires, des conservateurs, qui sont des perturbateurs endocriniens. Tout à fait. C'est ça justement qui provoque un déséquilibre de l'hormone. C'est pour ça qu'avant d'aller vers un traitement médicamenteux, il faudra d'abord éliminer ce qui a provoqué ce déséquilibre. Pour pouvoir laisser un peu de temps pour le corps, pour se régénérer, parce que le corps, le corps il est toujours dans l'auto-guérison, avant d'aller vers le traitement médicamenteux. Exactement. En fait, il faut vraiment changer l'hygiène de vie. Donc, essayer d'adopter une hygiène de vie un peu plus saine, changer ses habitudes quotidiennes que cette adolescente est en train de vivre maintenant, et puis instaurer un peu plus, on va dire, des aliments beaucoup plus sains qui peuvent aider à cela, comme tu as dit justement, donc, pour donner le temps au corps de se régénérer par lui-même. Et puis plus tard, le médecin décidera si oui ou non il donnera un traitement. Mais pour le moment, bien manger et surtout changer son hygiène de vie reste primordial. Justement, donc changer son hygiène de vie. Oui, un conseil pour la petite, puisqu'elle est à la phase d'adolescence. Voilà, à la phase d'adolescence aussi, elle a des troubles de la thyroïde. Prendre des graines les noix de Brésil, qui sont riches en sélénium. Parce que ce qui est recherché, c'est bien le sélénium. Exactement. Prendre 2 noix de Brésil chaque jour. Le sélénium, c'est un oligo-élément, tout comme le magnésium, calcium et tout ça. Très bien. Donc, on n'en parle pas souvent. C'est vrai qu'on entend un petit peu parler, mais pas aussi souvent. Absolument. Donc, chaque matin, elle va prendre 2 noix de Brésil à côté des œufs, par exemple. Si elle n'aime pas prendre des noix de Brésil, elle essaiera de faire des recettes qui vont plaire à sa fille. D'accord. Donc, par exemple, les masquer carrément avec des œufs, préparer des pancakes. Et elle se rendra même pas compte qu'elle a changé son mode de vie. C'est pour ça que j'ai parlé, le fait de garder la forme est important. L'enfant déjà, il sera pas brusqué. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire, donc ne pas faire des changements radicaux, donc ne pas aussi tomber dans les restrictions, donc ne pas, par exemple, passer de tout à rien. C'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Absolument. Oui. L'humain, naturellement, il est résistant au changement. Oui, exactement. Voilà. En fait, il faut savoir trouver l'équilibre. Voilà, parce qu'on a tendance, des fois, nous, adultes, on se dit, allez, on va faire un régime, on passe de tout à rien. Oui. Donc, du dessert et de la pâtisserie. Voilà. Justement, après, il y a l'effet yo-yo. On a l'effet yo-yo. Voilà, donc on a l'image des noix du Brésil. Donc voilà, pour notre téléspectatrice qui nous a appelé. Donc 2 noix du Brésil le matin. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Oui. Même pour nous tous. Hein. C'est très bon, bien sûr. Absolument. Donc, quels sont les aliments à favoriser pour avoir, on va dire, des hormones en équilibre et en harmonie? Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut favoriser comparé à d'autres? Oui, déjà, on va parler des aliments et le moment de prise aussi. Les 2 paramètres sont importants. On doit privilégier les protéines, les fibres qui sont présentes dans les légumes et les
les fruits également, et les bons gras. Les acides gras qui ne sont pas saturés, donc vous avez les oméga 3, vous avez les oméga 6, mais il faudra faire l'équilibre surtout entre les oméga 3 et les oméga 6. Dans notre alimentation actuelle, l'alimentation algérienne, nous avons beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Les oméga 6, on les trouve où? Dans les huiles végétales. Dans les huiles végétales. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'elles sont abondantes par rapport aux oméga 3 que nous pourrions trouver les oméga 3 dans les poissons, les poissons les et œufs. les avocats, les œufs aussi. Oui. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que les oméga 3 et les oméga 6 ont le même récepteur au niveau du corps. Ça veut dire que si jamais nous avons plus d'oméga 6, d'apport en oméga 6, les oméga 3, même si nous allons les apporter, ils ne vont pas se fixer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de diminuer en premier lieu l'apport en oméga 6, les fritures, les huiles végétales en général, avant de pouvoir apporter les oméga 3. D'accord. Voilà. Et pour les protéines, je citerai principalement les œufs. Les œufs, ce sont le seul aliment qui contient les 7 acides aminés essentiels. Voilà. Nous avons beaucoup d'acides aminés, 150 environ d'acides aminés, mais 7 uniquement qui sont essentiels, qui sont tous présents au niveau des œufs. Voilà. Donc, et c'est aussi simple à préparer, à favoriser surtout le matin. Et pourquoi pas rajouter après des graines de sésame, par exemple, qui sont riches en calcium, au lieu de prendre un verre de lait. Surtout après l'âge de 5 ans. Si les parents arrivent à supprimer le lait carrément de leur alimentation, c'est encore mieux parce qu'il y a d'autres apports, d'autres sources de calcium, de vitamine D. Donc, qui sont meilleures pour notre organisme et surtout pour les plus jeunes. Oui, oui. Parce qu'on sait très bien que nous, les adultes, on a un petit peu grandi avec le café au lait. On a eu du mal à s'en défaire. Je sais, on est nombreux, j'imagine. Donc, à essayer d'éviter à nos enfants. Il y a aussi un autre élément qu'il faudrait prendre en considération. C'est ce moment où on va se mettre à table, où on va dîner. C'est important. C'est très important. Ce moment. C'est même la phase la plus importante dans l'éducation des enfants. Le fait de se retrouver, de partager un repas, ça crée des liens beaucoup plus puissants. Et puis, ça régule également les émotions chez les enfants et même chez nous, chez les adultes. Cette sensation de partager un repas tous ensemble, donc un repas sain qui a été fait avec amour, de la maman bien sûr qui l'a fait. Oui, je confirme. Oui, exactement. Et donc le fait de le partager dans cette joie et cette bonne humeur, et puis de communiquer surtout, de parler des sentiments, de ce qu'on ressent, de comment est-ce qu'on a passé la journée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être vulnérable également devant les enfants, ce n'est pas une faiblesse. Par exemple, de dire « Ah oui, moi aujourd'hui j'ai passé une dure journée, j'étais fatiguée, moi aujourd'hui je suis vraiment fatiguée, voilà pourquoi ». Donc ça, c'est vraiment une preuve que le parent n'est pas parfait. Et cet enfant va prendre exemple justement, et puis plus tard il va dire « Ah oui, mes parents ont communiqué justement ces émotions, moi aussi alors je vais me mettre à parler ». Et l'enfant également communiquera. Mais pour revenir à l'essentiel, oui bien sûr, partager un repas tous ensemble est très très important. Donc notamment pour les liens qui se créent, mais aussi pour l'éducation de l'enfant et de l'adolescent, et surtout pour cet instant et ce moment de partage qui est irremplaçable. Peut-être initier aussi les enfants à aller faire les courses. Quand je parle des courses, c'est sûrement pas en supérette, mais plutôt au marché. Donc les prendre, même s'ils sont tout petits, un petit panier, on va commencer déjà à leur faire découvrir. C'est la meilleure façon d'intégrer justement les bonnes habitudes pour l'enfant, parce que une bonne santé, une bonne assiette commence déjà par les courses. Voilà, donc même le choix des aliments, les aider à lire les étiquettes, par exemple, leur dire que voilà, cet ingrédient est néfaste, ça va te causer ceci, cela. Par contre, l'autre aliment, il est plus bon, nous pourrions le préparer ensemble. Parce qu'en fait, c'est une histoire qu'il faut créer avec l'enfant. Exactement. Il ne faut pas voir et frustrer uniquement l'enfant par le fait qu'il faudra bien manger pour qu'il grandisse. Non. Il y a une autre dimension, de l'alimentation, le partage, le moment. Qu'est-ce que signifie exactement l'alimentation pour lui ? Parce que parler uniquement, lier directement l'alimentation à la santé, ça va le frustrer. Exactement. Et puis même, ça va créer chez l'enfant ce qu'on remarque beaucoup, c'est que certains enfants développent ces fringales.
Donc le fait de vouloir manger à tout moment. Mais si, par exemple, comme tu as dit, on va faire les courses avec les parents et puis on choisit nos aliments, les fruits et légumes, on cuisine également avec la maman, donc on voit comment elle fait, comment elle nettoie. Donc on les laisse participer, on les laisse rentrer avec nous à la cuisine. Bien sûr. Un petit peu. Ils observent, voilà, je vais cuisiner ça comme ça, voilà. L'enfant, quand il va manger, il va attendre toute la journée, l'instant où il va se réunir avec ses parents pour repartager ce repas. Et donc, il n'y aura pas de fringale plus tard parce que manger seul ne sera plus intéressant. Absolument. Ce ne sera pas ce qu'il va rechercher. Il va rechercher cette connexion, ce partage, ce lien, exactement. Donc, parce qu'on l'a valorisé, on l'a pris, on a fait les courses avec lui, on lui a montré ce qui était bon et pas bon. Il a cuisiné avec la maman, il a vu comment elle faisait, et puis il a partagé également le repas avec sa famille. Et là, ça lui donnera envie de goûter. Tout à fait. Voilà, il n'aura pas cette espèce de... Parce qu'ils ont des fois cette espèce de réticence quand on leur propose comme ça directement. Exactement. Donc, c'est vraiment une éducation qu'on commence dès la petite enfance. Exactement. C'est une hygiène. Et travailler aussi les choix. Il saura comment choisir prochainement ses aliments. Bien sûr. Donc ça serait pas ce ne sera pas un stress pour lui. Ouais. Voilà. Alors, brièvement, quelques conseils. Qu'est-ce qu'on devrait favoriser, que ce soit pour les enfants et pour les adultes? Là, aujourd'hui, maintenant, on englobe un peu tout le monde. Voilà, donc le matin, un petit déjeuner protéiné qui est riche qui contient des œufs par exemple, les bons fibres, du pain complet, les bons gras, le beurre ou alors de l'huile d'olive carrément, les figues de barbarie séchées à l'huile d'olive avec des graines de sésame. Tout ça, c'est sain et c'est healthy. Intégrer aussi quelques épices à côté des graines telles que le curcuma, pour l'effet anti-inflammatoire. Ça, c'est bon pour tout le monde, déjà pour prévenir et pour traiter également. Même pour les personnes, par exemple, qui souffrent de rhumatisme, de douleurs articulaires, et peuvent voir le résultat dès la première semaine, en intégrant déjà le curcuma. Donc, un bon petit déjeuner sain, donc pour démarrer la journée, et après le reste de la journée, pour ne pas provoquer le pic de glycémie, surtout qui cause problème. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup donc d'avoir suivi notre émission. Merci de nous avoir, donc à nos téléspectateurs qui nous ont appelés. Je vous dis merci beaucoup et je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah. Même heure, même chaîne. Merci.